Eh bien bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en direct de Bio Days, on est dans la salle Maurice Pic du conseil départemental de la Drôme. N'hésitez pas à réagir sur le chat, poser des questions et nous donner des informations. Voilà, on est là aussi pour créer le maximum de liens possibles et réagir sur les réseaux sociaux, #BioNDays. Et donc je suis Adrien Petit, directeur du cluster bio et j'accueille donc Nadège Péteuil de IRI et Loïc Danel de Biotopia. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Voilà, l'idée de ce moment, c'est de partager un petit peu les chiffres factuels, les données du marché, qui vont être un bon socle pour continuer nos échanges pendant ces 2 jours. Donc, allons droit au but et je vais laisser donc la parole à Nadège, qui est donc consultante senior pour IRI. Bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Je suis ravie de reprendre la parole auprès de vous aujourd'hui pour effectivement vous partager le panorama des ventes de bio en GSA. Donc ici, on va se parler des ventes de bio au sein des hypermarchés, supermarchés, les sites de e-commerce GSA et les enseignes de proximité GSA. Avec pour commencer déjà des chiffres sur l'année globale 2020 et puis bien sûr des données à plus court terme avec une lecture assez chahutée du début d'année 2021 puisque bien sûr on a un effet d'historique très atypique, très fort quand on se compare au début d'année 2020 avec donc cette grande question, est-on arrivé à l'âge de raison du bio en GSA puisque vous le verrez, on ne peut pas nier un certain essoufflement de la dynamique des ventes de bio en GSA. Donc l'objectif ce sera d'expliquer les facteurs, mais aussi de voir justement dans des perspectives de croissance moindres, comment choyer cette croissance, comment la préserver et quels sont les positionnements gagnants pour l'avenir. Donc, avant de parler uniquement des grandes surfaces alimentaires, je voulais commencer à partager avec vous un chiffre qui est celui de l'évolution des ventes de bio à la fois en GSA et à la fois au sein des enseignes spécialisées bio, puisque sur le global de l'année 2020, on est sur une croissance des ventes de bio sur ces 2 circuits à plus 16,5%. Donc, une croissance qui ne démérite pas par rapport à la dynamique de 2019, qui était comparable et qui montre là aussi les shoppers, les consommateurs continuent à plébisciter le bio dans leurs achats. Au sein donc des grandes surfaces alimentaires, quand on parle du bio, on parle de quoi? On parle d'un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on passe symboliquement la barre des 5% de part de marché au sein des produits de grande consommation. Donc une part de marché qui s'est développée grâce à une très forte dynamique puisqu'on a eu en 2020 une évolution des ventes de plus de 13%. Ça veut dire qu'il y a quand même 700 millions d'euros qui ont été générés en plus en 2020 par rapport à 2019. Ce poids de 5%, il est néanmoins très hétérogène quand on regarde sur les différents circuits de l'alimentaire, puisque assez naturellement, dans ce qu'on appelle les ex-discounters, les enseignes comme Lidl, Aldi, on est sur un poids assez confidentiel de 2,6%. À l'inverse, dans le circuit e-commerce GSA, qui a explosé l'année dernière, on est quasiment à 9% des ventes qui sont préemptées par le bio. C'est presque 2 fois plus que ce qu'on enregistre au sein des hypermarchés. Et ce 6 milliards d'euros en termes de chiffre d'affaires, là aussi, c'est intéressant de noter que ça a été multiplié par 2 en seulement 4 ans, donc une croissance fulgurante du bio dans ce réseau. Là aussi, pour essayer d'illustrer ce que représente ce chiffre d'affaires, dites-vous que les ventes de bio au sein des GSA, c'est comparable aujourd'hui à ce que génère le rayon surgelé ou le rayon entretien, donc des rayons de même taille, mais qui ont connu une croissance un peu moindre par rapport à celle du bio en 2020. Et en termes de contribution à la croissance en 2020, le bio, qui pèse donc 5% des ventes de PGC, a contribué à plus de 9% de la croissance du circuit GSA. Donc, une forte surcontribution qui peut paraître faible par rapport à l'historique qu'on avait, puisque les années passées, on avait quasiment la totalité de la croissance des PGC qui était captée par le bio. Donc, cette année de crise a aussi permis de rééquilibrer un peu les forces en présence. Et donc, c'est ce qu'on illustre ici. Si on regarde avec un petit peu d'historique l'évolution des ventes du bio, sur la courbe verte en haut du graphique, on voit que les ventes de bio naviguaient à plus de 20% de croissance par an sur les dernières années, quand le conventionnel, que vous avez en bleu sur le graphique, peinait à atteindre
de croissance par an. Arrive le Covid, l'année 2020 de crise, où là on voit que les trajectoires se sont inversées, puisque finalement sur cette année de crise, le bio reste très dynamique, à plus 13,4%, mais lui il a vu sa croissance ralentir, là où les produits conventionnels ont vu leur croissance exploser pour atteindre un niveau historique quasiment plus 7% de croissance. Et ce qui est plus alarmant effectivement, c'est sur les premiers mois de l'année, si on regarde les 4 premiers mois de l'année 2020, on voit que les ventes de bio sont en repli au sein des GSA à moins 1,4%, quand les ventes de conventionnels résistent un peu mieux à plus 1,1%. Donc bien sûr, derrière, on a un effet d'historique qui va être très fort. La lecture, effectivement, sur les premiers mois de l'année est très complexe parce qu'on se compare au début de l'année 2020. Et notamment sur ce début d'année 2020, on avait eu la 3e période de l'année qui avait connu une croissance fulgurante des ventes de bio. Donc ici, je parle bien des ventes de bio à la fois alimentaires et hygiène beauté. Je suis sur l'ensemble des rayons des grandes surfaces alimentaires. Donc sur la 3e période de l'année 2020, on avait une croissance à plus 34%. On l'avait partagé ensemble lors de la dernière intervention. Il y avait une combinaison de facteurs qui expliquaient aussi cette explosion du bio. Le fait notamment que les consommateurs s'étaient davantage portés sur les marques de distributeurs qui sont surpondérés sur le bio. Le fait que les consommateurs s'étaient rués sur le e-commerce, au sein duquel, on l'a vu, le bio est également surpondéré. Et puis, on avait aussi des achats paniques, des achats de stockage qui s'étaient portés plutôt sur des catégories d'épicerie, où le bio est très fort, et qui avaient surtout provoqué un effet rupture très fort. Et IRI avait établi la corrélation entre les catégories où le bio avait explosé à ce moment-là de l'année, qui étaient également les catégories les plus rupturistes sur le conventionnel, telles que les pâtes, la farine, les œufs. Donc forcément, sur cette 3e période de l'année 2021, on a un repli très marqué du bio à moins 13%. Malgré tout, en toute transparence, même si on isole ce premier trimestre très atypique de 2021 et de 2020, quand on regarde, là on a une lecture au trimestre, vous voyez qu'on avait déjà un essoufflement du bio qui s'installait et qui, si on prolonge la courbe, semble être plutôt durable. Donc l'objectif ici, ça va être effectivement de vous expliquer les facteurs qui peuvent expliquer ce ralentissement de la dynamique du bio. J'en ai choisi 4 qu'on va donc dérouler ensemble, à commencer par l'offre. Donc l'offre, on en a toujours beaucoup parlé quand on parle du bio en GSA, parce que bien évidemment, le très fort développement du bio en GSA était corrélé à un très fort développement de l'offre. Historiquement, là on remonte à début 2017, une période où tout allait bien, c'est-à-dire que l'évolution de l'offre du bio et l'évolution du chiffre d'affaires du bio se faisaient de manière conjointe. À partir du milieu de l'année 2018, on voit que offre et chiffre d'affaires commencent à suivre des trajectoires différentes, à s'éloigner, c'est-à-dire qu'on a un emballement toujours très fort avec un développement très fort de l'offre, mais l'évolution du chiffre d'affaires peine à suivre le rythme. Arrive 2020, la crise Covid, et là, pour le coup, on arrive à une croissance du chiffre d'affaires qui est plus faible, mais qui est plus saine aussi parce qu'elle passe devant l'évolution de l'offre. Donc, on était arrivé au constat de se dire, oui, la croissance est moins forte, mais finalement, on va peut-être moins vite, mais on a une croissance plus qualitative, moins dépendante de celle de l'offre. Ce nouveau paradigme ne se vérifie pas sur le début de l'année, puisqu'effectivement, là, on a un repli chiffre d'affaires du bio, comme je vous le disais, alors que l'offre du bio continue de se développer, même si c'est à des niveaux moindres que ce qu'on a pu connaître par le passé. Et l'offre, c'est un vrai sujet, parce que le bio, au sein des GSA, a toujours été et reste très fortement surpondéré. C'est-à-dire que la place qui est allouée au bio, la part d'offre qui est allouée au bio en GSA par rapport à sa part de marché, ça nous donne un indice 161. Donc le bio est très fortement surexposé par rapport à ce qu'il pèse en termes de chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment transversal, toute catégorie. Si je prends toutes les catégories de produits de grande consommation, donc alimentaire et hygiène beauté, on n'a que 15 catégories sur lesquelles le bio est sous-exposé par rapport à ce qu'il pèse en chiffre d'affaires. Et ce sont d'ailleurs surtout des catégories d'hygiène beauté. Et donc ça, sur 182 catégories. Sauf qu'aujourd'hui, au global des PGC, des produits de grande consommation, on est dans un contexte où la taille de boîte est plutôt stable, voire tend à se réduire dans les plus grands hypermarchés. C'est-à-dire que l'offre se développe très peu et que la performance de l'offre va être encore plus capitale qu'avant. Sauf que la performance, justement,
c'est un peu le point faible des offres bio en GSA. Là aussi, sur la majorité des segments de l'alimentaire, quand on compare la performance d'une référence bio par rapport à son équivalent non bio, on atteint au mieux un indice de 70. Donc, en général, un produit bio a un indice de performance d'à peu près 70 par rapport à son équivalent non bio. Et ça, c'est un vrai sujet, encore une fois, là où les assortiments vont être de plus en plus challengés dans nos rayons de grandes surfaces alimentaires. Alors, juste, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, parce qu'effectivement, il y a un petit jargon technique que j'essaye de vulgariser. Je vous remercie. Et du coup, moi, j'avais une petite question pour bien repréciser les choses. Est-ce que vous pourriez préciser la surexposition, la sous-exposition ? C'est la visibilité des packaging dans les rayons, c'est la croissance de l'offre. Comment ça se caractérise physiquement ? En fait, on va parler de surexposition dès lors qu'on va faire en rayon une place à un produit. Donc on va parler ici de l'offre bio. La place qui va être allouée au bio va être disproportionnée par rapport au chiffre d'affaires que génère le bio. D'accord. En gros, certains produits bio ne payent pas leur place en GSA, notamment parce que leur performance, les niveaux de vente de ces produits sont inférieurs à leur équivalent non bio. D'accord. Et donc, jusqu'alors, on savait qu'on avait un développement très fort de l'offre du bio, mais on avait des assortiments au sein des produits de grande consommation qui se développaient. Là, la donne change, c'est-à-dire que la taille de boîte a tendance à rester stable ou à se réduire. Donc, la performance des offres bio, de ceux qui vont rester en rayon, va être déterminante. D'accord. Donc on parle de là, peut-être de double implantation dans certains cas, de tête de gondole, ou peut-être que les rotations ne sont pas forcément au rendez-vous. C'est de se dire qu'on a un effet de rationalisation et que les offres les moins performantes risquent, malheureusement, c'est la dure loi du business, de quitter les rayons. Et donc du coup, effectivement, les gestionnaires de magasins vont devoir faire des choix. Je vous laisse reprendre le fil de votre présentation, très intéressant. Merci. Second aspect, si on doit chercher un fautif sur le ralentissement du bio, côté rayon, il faut se tourner sur le rayon frais. Donc ici, j'ai essayé d'illustrer simplement l'évolution du bio et du non bio, donc au global des produits grande consommation que vous avez donc à gauche et sur l'ensemble des grands univers. Et si on se concentre sur le frais libre-service, FLS, vous voyez ici le grand écart finalement entre un bio qui est très en repli et des produits frais conventionnels qui, eux, sont en croissance. Et pour le coup, c'est vraiment ce qui se passe sur le bio, sur le frais, qui va tirer la performance du bio à la baisse sur ce début d'année 2021, parce que sur les autres rayons, et ça, il faut le retenir, le bio continue d'aller mieux, ou en tout cas moins mal, si on prend le cas de l'épicerie, que le conventionnel. Par contre, ce qu'il est vrai, c'est que le ralentissement de la dynamique du bio dont je vous parlais tout à l'heure, elle est transversale à l'ensemble des univers. Donc je vais essayer là aussi de vulgariser un maximum. Ce qu'on a fait ici, encore une fois, vu qu'on a une lecture assez chahutée avec l'effet Covid, on a comparé l'évolution du bio sur l'ensemble des grands rayons sur les 12 derniers mois de l'année. Donc au global des PGC, nous sommes à plus 5,5%. Par rapport aux 12 mois précédents, nous étions à plus 20%. Quand on fait un ratio entre ces deux niveaux de croissance, on arrive à un indice 27 au global des PGC. On réalise le même exercice sur l'ensemble des grands rayons, pour voir que là aussi, les indices sont meilleurs sur l'hygiène beauté, sur l'épicerie et sur les liquides, alors que sur le frais, le coup d'arrêt de la croissance du bio est beaucoup plus marqué. Et vous le voyez d'ailleurs, on est à peine à 1% de croissance sur le bio, sur le frais, sur les 12 derniers mois de l'année. Donc, on a aussi des constats qui sont très différents entre les rayons. Et on voit par exemple que le rayon épicerie, lui, continue à plutôt bien résister sur ce début d'année. Et puis, c'est l'explosion des DPH, donc droguerie, parfumerie, hygiène en bio. Enfin, effectivement, il y a une notion de rattrapage, parce que c'est finalement étonnamment un rayon qui était plutôt en retard sur le bio, mais sur lequel le bio est du coup encore très dynamique. C'est ce qu'on voyait juste avant sur cette slide-là, puisqu'on est encore à plus de 22% de croissance. Alors oui, c'est 2 fois moins que les 12 mois précédents, mais en tout cas, c'est le rayon qui enregistre la plus forte croissance. Et je vous parlais du frais qui tire à la baisse la performance du bio. Il faut noter que sur le rayon crèmerie, par exemple, c'est là où le bio est historiquement le mieux implanté. On a 8,5% du chiffre d'affaires qui sont préemptés par le bio sur le rayon crèmerie. Donc un bio qui, là, pour le coup, perd de la part de marché, des chiffres qui sont assez inhabituels. Même constat sur le frais non laitier et sur les surgelés glacés. Parmi les bastions du bio, on retrouve, et ça ne change pas, l'épicerie sucrée et l'épicerie salée. À noter que sur les liquides, que ce soit les boissons sans alcool ou avec l'alcool, on a un poids du bio qui reste très faible.
Et vous parliez de l'hygiène beauté tout à l'heure. Sur la partie parapharmacie, là, il est intéressant de noter qu'on a un poids du bio qui est beaucoup plus élevé, bien plus élevé même que ce qu'on enregistre sur la crèmerie, puisqu'on est quasiment à 12%, et que pour le coup, les ventes de bio sur parapharmacie sont encore en légère croissance, même sur le début de cette année 2021. Troisième facteur pour expliquer le ralentissement de la dynamique du bio en GSA, ça va être la concurrence des autres circuits. Alors, je vais parler de concurrence parce qu'aujourd'hui, je regarde les chiffres sous le spectre des GSA, mais effectivement, les consommateurs vont de plus en plus papillonner dans différents circuits pour aller acheter leurs produits bio. Donc, je vous présentais tout à l'heure la dynamique très forte du bio quand on regarde les magasins spécialisés bio et le bio en GSA. Il faut quand même noter que les GSS bio, sur les 2 dernières années, en gros, sont passés d'un +10 à un +20, quand le bio en GSA a fait exactement le chemin inverse. Donc, on a forcément des transferts qui se font entre les deux réseaux et qui sont donc aux dépens de la bio en GSA. Historiquement, sachez que sur les 2-3 dernières années, on avait plutôt un bio qui était plus dynamique en GSA qu'il ne l'était en GSS bio. Depuis l'année 2020, c'est exactement l'inverse qui se produit. Et d'ailleurs, à court terme, c'est le chiffre qui est tout à droite sur la slide, on voit que là où le bio est en repli sur le début d'année, au sein des GSA, il continue de progresser, même si c'est une croissance contenue au sein des GSS bio. Donc je précise pour nos auditeurs, donc le vert foncé c'était la GSA et le vert clair, les GSB, les grandes surfaces bio. Absolument, merci pour cette précision. On a une petite question peut-être, comme on a parlé des catégories, sur la dynamique du rayon fruits et légumes. Alors aujourd'hui, ici, les chiffres que je vous présente sont uniquement sur les produits qu'on appelle gen-codés. Donc on n'est effectivement pas sur les produits que le consommateur va peser lui-même, sachant que bien sûr sur le bio au sein des GSA, les fruits et légumes représentent une grosse partie du business, mais que malheureusement nous ne pouvons pas traquer aujourd'hui via les données que je vous présente. Ça veut donc dire aujourd'hui qu'on n'a pas de données sur le vrac bio en GMS ou le vrac en GMS? Non, pas encore. Pour le coup, c'est quelque chose qu'on a du mal à traquer. Il faut savoir que nous, notre matière première, c'est effectivement le GenCol, le AN, ce que vous allez passer en caisse lorsque vous allez payer vos achats. Et donc, on y travaille parce que c'est effectivement quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Et il y avait peut-être un temps de pause marqué avec la crise sanitaire, mais on voit que les shoppers, les consommateurs reviennent très fortement sur le vrac. Donc, ils y travaillent aussi, bien sûr, pour fournir des données sur cette partie. Et puis ça va devenir contractuel vis-à-vis de la loi sur l'anti-gaspillage et la loi climat. Absolument. Peut-être, juste avant de reprendre, on fait une petite parenthèse question sur la croissance du rayon droguerie, parfumerie, hygiène. Et est-ce que c'est lié à l'augmentation de l'assortiment? Oui, pour l'instant, sur ce rayon, pour le coup, je vous parlais d'effet rattrapage tout à l'heure. C'est un rayon qui, lui, bénéficie encore d'une très forte dynamique d'offres. Là où on voit que la dynamique d'offres sur l'alimentaire commence à se tasser, c'est moins vrai sur les rayons par exemple, d'hygiène beauté. Et concernant les grandes surfaces alimentaires, y a-t-il un écart sur le format de magasin? Alors, je crois qu'il y a une slide là-dessus, entre les supermarchés, les hypermarchés, la proximité. C'est ça. Ce qu'il faut retenir ici, ce sont surtout les hyper qui vont être en difficulté, là où la proximité et les supermarchés vont résister davantage. Et on le verra d'ailleurs juste après, retenir aussi que le circuit e-commerce GSA est un peu l'exception et lui arrive à garder une très forte dynamique sur le bio. Donc sans doute un circuit à travailler davantage dans la conquête justement de ces points de croissance dont on va parler juste après. Merci Nadège. Allez, je vous laisse continuer. Pas de souci. Donc on parlait tout à l'heure des éventuels transferts entre le bio en GSA et les magasins spécialisés bio. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une très forte poussée des achats bio sur les circuits courts, les producteurs locaux et les marchés, qui ça aussi, bien sûr, viennent entre guillemets concurrencer ou en tout cas faire des effets de transfert par rapport au bio en GSA. Les consommateurs ayant de plus en plus vocation à papillonner au travers des différents circuits alimentaires. Et ça a déjà été dit d'ailleurs dans les précédentes interventions, le bio plus local va devenir bien sûr de plus en plus fort et fait de plus en plus sens du point de vue des consommateurs.
On en parlait à l'instant sur les différences de dynamique en fonction des réseaux. Retenez effectivement que ce ralentissement, il est vrai pour les hypermarchés, les supermarchés, dans une moindre mesure les discounters et la proxy. Par contre, au sein du réseau e-commerce GSA, donc ici on est vraiment sur des sites comme Leclerc Drive, Carrefour Drive, là on voit que le bio continue à enregistrer des niveaux de croissance très forts, à plus 31%, donc quasiment pas de ralentissement finalement par rapport à la tendance précédente. Dernier aspect enfin, la typologie des marques. Et ça, vous allez voir, c'est un point très intéressant et très marquant sur ce début d'année. On va comparer ici la dynamique des produits bio en fonction de si je suis un produit bio à marque de distributeur, un produit bio d'une marque dite de conventionnelle, c'est-à-dire qui propose des produits bio mais dont le cœur de métier est effectivement du conventionnel, et si je suis un produit bio d'une marque pure player spécialiste du bio. Donc, même raisonnement que tout à l'heure, on va indicer les niveaux de croissance sur les 12 derniers mois versus les 12 mois précédents. Donc au global du bio, on est sur un indice 27. Et si je fais le même exercice en fonction des typologies des marques, vous voyez que les MDD bio et le bio des marques conventionnelles sont celles qui ont le moins bien résisté sur la dernière période, là où les produits bio des marques pure player spécialistes du bio résistent beaucoup mieux et sont les plus dynamiques à presque plus 8% de croissance. Donc là aussi, il semble se dessiner que le consommateur fait de plus en plus la différence entre les marques spécialistes du bio, qui ont le bio dans leur ADN, on va dire, voilà, versus des marques dont le bio n'est pas le cœur de métier. Et ça, c'est encore plus vrai si on se concentre sur les premiers mois de l'année 2021, puisque seul le bio vendu par les marques spécialistes est en croissance sur ce début d'année. Donc, pour les auditeurs, sans faire de publicité, mais les marques pure player, c'est des marques comme Léa Nature, Jardin Bio, Bjorg, qui sont exactement exclusivement bio et dans un réseau GMS, et les autres marques, ce sont des marques du conventionnel qui référencent, et je pense que vous le voyez tous dans les rayons de vos supermarchés, des nouvelles gammes de produits certifiés biologiques. Absolument. Autre façon de regarder le marché, c'est de justement décomposer ces ventes de bio en fonction de la taille des industriels. Donc ici, on ne raisonne plus sur la typologie des marques, mais on se dit, est-ce que je suis un produit bio qui appartient à un très grand groupe, donc qui a un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros, à un grand groupe, à une PME ou au MDD. Et là, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que finalement, ce sont les PME qui vont tirer davantage leur épingle du jeu à court terme, puisque certes, il y a aussi un ralentissement sur la dynamique des ventes bio des PME, mais ce sont celles avec les grands groupes qui résistent le mieux. Donc là aussi, les très grands groupes étaient juste avant les marques les plus dynamiques sur le bio. On avait un développement de l'offre qui était très très puissant. Et finalement, ces très grands groupes sont ceux qui expliquent davantage le ralentissement qu'on connaît à court terme et qui marquent un vrai coup d'arrêt dans leur croissance. Et ça, c'est encore vrai si on le regarde donc, sur les premiers mois de l'année 2021. Vous voyez que seuls les grands groupes et les PME arrivent à enregistrer de la croissance sur les ventes de bio, sachant que les grands groupes bénéficient encore d'un effet d'offre plus favorable que les PME. Donc on va dire que ce sont vraiment les PME qui enregistrent à date la croissance la plus saine sur le bio. Alors, moi, il y a une question sur le chat. Est-ce que peut-être, pour évoluer sur les très grands groupes, par rapport à ça, les efforts marketing sont aussi surdimensionnés, surmultipliés par rapport aux gammes bio? Je pense que, pareil, si on prend un peu les spots TV et les parts de voix, on le verra cet après notre prospective, mais le bio est largement représenté dans la communication de ces entreprises. Il l'est, même si proportionnellement, sur on va dire, les axes de communication qui peuvent être la promotion ou la prise de parole en TV, la part belle reste quand même faite aux produits conventionnels. Mais il y a eu effectivement un vrai effort là aussi de rattrapage, puisque finalement, les très grands groupes sont ceux qui sont arrivés le plus tard sur le bio. Donc il y a eu cet effet de rattrapage qui fait qu'ils ont aussi mis beaucoup de moyens. C'est beaucoup passé par l'offre. Ça passe de plus en plus effectivement par la communication, les médias et la promotion. Mais on est d'accord aussi que tous ces industriels ne jouent pas à armes égales pour défendre leur offre bio. Et du coup, pour aller à l'opposé, on a une question donc, sur le chat sur les producteurs locaux. Qu'entendez-vous par producteurs locaux, agriculteurs, entreprises locales? Donc voilà, qui finalement compose un petit peu ce marché bio?
Alors sur les producteurs locaux, ça se référence donc à la slide sur laquelle on interroge vraiment les consommateurs qui viennent acheter un produit bio en GSA. On leur demande quels autres circuits ils vont fréquenter pour acheter du bio. Et donc c'est eux qui vont nous dire, moi je vais acheter mon produit bio chez le producteur qui est près de chez moi ou sur le marché. Donc ici on est vraiment sur le déclaratif du shopper qui lui-même nous dit que de plus en plus, on voyait les progressions étaient très fortes, de plus en plus les consommateurs vont se tourner finalement sur un produit bio qui est disponible à proximité de chez eux. C'est par là qu'on entendait producteur local. Donc c'est une vision à géométrie variable et selon les envies des uns et des autres. Je vous laisse continuer votre présentation. Merci beaucoup. Je passe rapidement sur celle-ci. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, avec des chiffres, encore une fois, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, puisque historiquement, on avait des croissances à 2 chiffres sur le bio. Une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on projette pour cette année 2021 ? Donc déjà, au global des produits de consommation, donc bio et non bio au sein des GSA, de par l'effet miroir, l'effet d'historique qu'on a eu sur 2020, on projette un repli des ventes chiffre d'affaires des PGC de l'ordre de moins 1,3%. Par rapport à ça, IRI projette une croissance contenue, mais une croissance quand même, des produits bio sur cette année 2020 de l'ordre de plus 1%. Donc une croissance contenue, comme je vous le disais, qu'il va falloir préserver, qu'il va falloir choyer parce que les cartes ont un peu été redistribuées. Je pense que jusqu'à maintenant, on avait une croissance assez facile, entre guillemets, au sein des GSA. Là, on arrive dans une période avec plus de challenges et qui, je pense, va aussi permettre de montrer à tous les acteurs de la filière de la créativité, de l'authenticité pour préserver cette croissance. Donc, en conclusion, quelques pistes justement que je vous propose sur le positionnement qui, selon nous, sera gagnant sur le bio en GSA pour l'avenir. La bonne nouvelle déjà, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, la bonne nouvelle, c'est déjà que le consommateur, quand il fait ses courses, avant tout, il est à la recherche de produits de qualité. Certes, au bon prix, mais avant tout, de qualité. La qualité va préempter le prix, et ça même quand on interroge des foyers à revenus modestes. Et quand on demande aux consommateurs qu'est-ce que c'est un produit de qualité, il y a 3 réponses qui émergent très largement, qui sont l'origine du produit, la composition du produit et la marque du produit. Et donc l'idée, c'est de voir justement comment le bio peut s'inscrire par rapport à ces marqueurs très forts de la qualité. Si on commence sur la partie origine, déjà, il faut savoir que quand on interroge des consommateurs sur un achat de produits de grande consommation, quel qu'il soit, bio ou non bio, la première des attentes, c'est effectivement le local, suivi du Made in France. Le bio est cité, mais n'arrive qu'en 4e position. Le local, il faut vraiment vous dire que c'est le mot magique pour le consommateur. Ça coche énormément de cases du cahier des charges conscient ou inconscient du consommateur. Jusqu'à même que quand on demande à un consommateur de choisir entre un produit bio ou un produit local, dans 80% des cas, le consommateur répond naturellement un produit local. Donc le positionnement gagnant, c'est bien sûr qu'avant tout, il faut être bio et local, ou en tout cas bio made in France. Le bio étranger apporte beaucoup de questionnements et de méfiance au niveau des shoppers qui font complètement la différence. Deuxième marqueur, la composition. Et là, pour le coup, le bio a une vraie carte à jouer. Ça a été d'ailleurs expliqué lors de la précédente intervention. Quand, là aussi, un consommateur achète un produit bio, la première raison qui fait qu'on achète un produit bio, c'est parce que c'est bon pour la santé, c'est pour manger sainement. Donc, il faut vraiment qu'à l'avenir, quand j'achète un produit bio, j'ai la garantie que j'achète un produit de bonne composition, un produit qui est bon d'un point de vue nutritionnel. Je ne peux pas être bio et être trop gras, être trop salé, être trop sucré. Je ne peux pas être bio et porter un Nutri-Score qui soit moins 10 ans que mon équivalent conventionnel. Ça, pour le coup, pour le consommateur, c'est incompréhensible. Troisième aspect, la marque, et on le voyait tout à l'heure dans les chiffres. Là, on a demandé aux consommateurs de donner une note de légitimité en fonction du type de marque qui propose du bio. Pour les marques de distributeurs, on est à 7,2. Pour les marques nationales dites conventionnelles, on est à 7,1. Et pour les marques spécialistes ou pure player du bio, on est à 8,3. Donc là, comme je vous le disais, on voit bien que de plus en plus, les consommateurs font la différence et vont se tourner davantage vers des marques dont le bio est vraiment dans l'ADN de la marque, mais aussi des marques qui sont plutôt des petites marques. On parlait des PME, on parlait des producteurs locaux, des marques qui vont être donc spécialisées et aussi des marques qui vont être engagées. C'est-à-dire que le bio va être une des valeurs de la marque, mais va graviter au-delà d'autres engagements qui peuvent être
la recyclabilité de l'emballage, qui peuvent être le bien-être animal, qui peuvent être la juste rémunération des producteurs. Donc j'ai envie de dire que sur ces 3 aspects, l'idée c'est vraiment de faire de la cohérence sur le positionnement de ces produits bio. Et tout ça, bien sûr, au bon prix, puisque c'est le nerf de la guerre. Si les consommateurs sont massivement d'accord pour dire que quand ils font leurs courses, la priorité est donnée à la qualité et non au prix, il n'en reste pas moins que le premier frein à l'achat d'un produit bio en GSA, c'est son prix. Ce qui fait qu'on n'en achète pas ou qu'on n'en achète pas assez souvent, c'est vraiment le prix qui est donné, même si les consommateurs comprennent que le bio est plus cher, que le bio coûte plus cher à fabriquer, mais il y a un vrai travail de pédagogie. J'ai envie de dire qu'il faut presque justifier son prix, c'est-à-dire dire oui c'est plus cher, mais à ce prix-là, le consommateur va aussi financer quelque chose d'autre, va financer la juste rémunération du producteur, va financer un emballage qui sera 100% recyclable. Donc là aussi, il faut faire preuve de cohérence et surtout de pédagogie. Ben, merci Nadège, c'est vrai que du coup je me dis, en marketing, on nous a appris les 4 P. Dans le bio, on va apprendre nos 4 marqueurs, donc l'origine, la nutrition, la composition, le local et la marque. Et le type de marque, et absolument. Et le prix, voilà. Oui. Bah, écoutez, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a une question sur la fréquentation des GSA et des GSS. Alors, je ne sais pas si on a trop d'indicateurs là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a eu des fréquentations fortes sur ces derniers mois avec l'effet confinement et Covid. Alors, au global, je vais pouvoir répondre en tout cas sur la position des GSA. Au global, la crise Covid en fait, a amené des changements dans les comportements d'achat des Français qui ont été amenés à faire leurs courses moins souvent, mais en faisant des courses plutôt de plein. Donc la fréquentation jusqu'à ce début d'année était plutôt en baisse par rapport à l'historique. La bonne nouvelle, c'est que là, depuis les levées progressives des différentes restrictions, on voit que les consommateurs retournent en magasin et que notamment les hypermarchés qui avaient le plus souffert retrouvent un niveau de fréquentation qui est à peu près en ligne avec l'historique. Je ne saurais pas dire par contre pour les GSS. Eh bien, c'est une transition toute trouvée. Donc effectivement, on va laisser la parole à Loïc Danel, directeur général de Biotopia Insight. Entre-temps, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, à poser vos questions et nous les retransmettrons aux intervenants, à interagir sur les réseaux sociaux #BioNDays et puis à regarder les petits dessins de Lison Bernet qui sont à croquer, tout à fait, et qui nous animent un petit peu et qui nous donnent un petit peu cette vision. Donc, Loïc, je crois qu'on va laisser parler les chiffres. Tout à fait. Merci Adrien, merci Nadège. Et effectivement, on va regarder une présentation en 2 parties. Et la première partie, en fait, alors hop, on est déjà à la 3e slide, c'est pas grave. Sur la première partie, on a du temps, hein. Voilà, exactement. Nadège m'a laissé quand même un petit peu de temps. Sur la première partie, on va s'intéresser aux tendances macro catégorielles en fait, des circuits spécialisés. Ici, on est vraiment sur le circuit des magasins bio, donc des magasins spécialisés bio. On va inspecter la fréquentation justement pour vous dire qu'on a une fréquentation stable, nous, qui est plutôt une bonne performance dans un contexte de confinement 2020. Et puis en deuxième partie de présentation, on s'intéressera plus à tout cet écosystème des magasins spécialisés bio, comment continuer à créer de la valeur, comment continuer à se différencier et comment répondre aux attentes des consommateurs et des shoppers. C'est une véritable problématique de différenciation et de continuer à progresser. Alors le Nadège, je le disais tout à l'heure, effectivement, la croissance en GSA, c'est un peu tassé. Bon, elle reste quand même à 13-14%, je pense, c'est pas non plus paniquant, mais effectivement, il y a un effet de balancier sur les magasins de cette année, parce que nous, on estime effectivement qu'on est à plus 15%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a passé la barre des 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année, donc une barre symbolique aussi, et hyper intéressante, qui nous permet effectivement, magasin bio, de faire un peu plus de croissance que la GSA cette année. De manière générale, quand on interroge les shoppers, en fait, ils nous disent que depuis le premier confinement, et contrairement à pas mal d'idées reçues ou à pas mal de messages qu'on a pu avoir, ils nous disent, en fait, seulement 5% nous disent qu'ils ont réduit leurs achats de produits bio, à la fois en alimentaire et en cosmétique. 73% n'ont pas modifié leurs achats et même 22% ont augmenté leurs achats de produits bio. Et vous le voyez, cette augmentation de consommation, elle se fait surtout et en première position par les magasins spécialisés bio. Donc ça explique effectivement
cette préférence, j'allais dire, sur les magasins spécialisés. Nous, ce qu'on voit effectivement, c'est sur l'alimentaire, mais vous le voyez aussi sur l'hygiène beauté ou sur la maison, en particulier sur l'alimentaire, finalement le panier moyen. Donc le panier moyen, c'est quand vous faites un plein de courses, c'est ce que vous mettez dans votre caddie ou dans votre cabas. En moyenne, on était aux alentours de 30 euros, 32 euros, vous voyez, avant la crise du Covid. Et depuis la crise, alors on a eu un énorme boom en mars-avril où on a atteint 53, 54 euros sur les paniers moyens. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a une espèce d'effet cliquet. On a passé la barre, on flirte maintenant la barre des 40 euros. Et depuis le début de l'année, il y a un léger tassement sur avril, mais depuis le début de l'année, finalement, ça se confirme. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'on a réussi effectivement à capitaliser autour de personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de venir en magasin bio et qui ont maintenant privilégié ce circuit-là et surtout qui font plus de courses dans ce circuit-là. Vous le voyez, en moyenne, sur la globalité, donc alimentaire, plus entretien, plus hygiène, on a un panier moyen en 2020 qui est à 42 euros, donc une augmentation très forte. Je pense qu'en GSA, le panier moyen, il a aussi assez fortement augmenté. Mais la différence, effectivement, c'est que nous, on a une fréquence qui se stabilise. Donc ça, c'est une hyper bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on a réussi à garder en fait, la fréquence de nos acheteurs 27 fois par an. C'est un peu plus de 2 fois par mois en moyenne. Et surtout, un panier moyen qui a augmenté. Alors évidemment, il y a eu des hausses de pénétration, il y a eu des hausses de fréquence, notamment sur un certain nombre de catégories. Vous le voyez, alors le J veut dire janvier, février, mars, vous l'aurez compris. Notamment sur... Merci pour la traduction. Voilà, certaines, je suis désolé, ça a sauté, mais sur les céréales avant le confinement, donc c'est un peu les mêmes catégories qu'on avait vues avec du stockage en GSA, mais sur les céréales et les pâtes avant le confinement. Et puis, un peu plus tard, on le voit sur la farine notamment, avec des très fortes hausses de pénétration sur la farine en magasin bio, qui sont principalement dues en fait, à un effet de non-pénurie ou de pénurie plus tardive dans ces magasins-là par rapport à la GSA qui a très tôt été en rupture. Une autre conséquence de la crise sanitaire, c'est qu'on a l'impression, et en tout cas on voit cette année, que les personnes qui fréquentent les magasins bio et qui achètent en magasin bio, qui achètent également de la bio en GMS, avaient tendance à augmenter très fortement leur part d'achat de la bio en GMS. Et cette année, en fait, on a freiné un peu cette hémorragie-là. C'est-à-dire que les addicts du bio, ceux qui consomment d'abord en magasin bio et qui font leurs achats complémentaires en GMS, en GSA, excusez-moi des termes en hypermarché, supermarché classique, on va le dire, voilà, chez Auchan, chez Carrefour et chez Leclerc. C'est encore plus clair. Voilà, c'est encore plus clair. Quand on fait ça, généralement, on essaie de tous les citer, donc je cite les principaux. Super U Intermarché, du coup. On réduit, et en particulier sur deux segments ou deux catégories. La première, c'est la crèmerie, et ça fait écho à ce que tu disais, Nadège, tout à l'heure, sur le fait qu'effectivement, la crèmerie est un petit peu en souffrance en ce moment sur la GMS. Donc, on voit que c'est une catégorie très forte. C'est une catégorie sur laquelle les acheteurs qui consomment beaucoup en magasins spécialisés consomment aussi beaucoup de crèmerie bio en GSS. D'ailleurs, les œufs, le lait sont des catégories en GMS sur lesquelles le bio est hyper performant. Donc ça s'est tassé. Et aussi sur l'épicerie salée, qui est une des grosses catégories qui a gagné en fait, pendant cette année 2020. Alors, moi, chez nous, chez Biotopia, on a quelque chose d'hyper important, c'est qu'on essaye de ne pas mettre en compétition les circuits SP et la GMS. C'est hyper intéressant de voir en quoi ils sont complémentaires. On parlait tout à l'heure des fruits et légumes. En magasin bio, les fruits et légumes sont une des catégories les plus importantes, effectivement. Et quand on parle de qualité des produits, qui est le premier élément sur les produits bio qui est cité, on voit généralement que les GSS ont un fort avantage sur la qualité des fruits et légumes, alors que ça ne représente que 13% des achats de bio en GMS. Ce qui veut dire effectivement aussi que, si on se place du côté GMS, c'est que l'effort n'est pas encore vraiment fait en termes d'offres, en termes de saisonnalité, en termes de packaging sur les fruits et légumes. Et là, on est avec le vrac, évidemment, avec les produits non gene codés.
Deuxième catégorie sur laquelle la GSS, pour le coup, les magasins bio sont un peu plus faibles, c'est la crèmerie. Vous voyez, on est à peine à 12%, on est à 11% des achats de produits bio en GSS, alors qu'on a 21% de ces achats-là en magasin SP, donc en GMS. Donc hyper intéressant effectivement de voir une certaine complémentarité. Avant de basculer sur les catégories, il est intéressant pour moi d'analyser, alors il n'y a pas de slide vraiment, mais en transition de dire pourquoi en fait les magasins bio ont gagné finalement ou ont été un peu meilleurs que la GSA. La première, c'est que ce sont d'abord et avant tout des magasins de proximité. On sait que les magasins de proximité avec des tailles réduites, des magasins relativement proches de ses consommateurs, et les magasins de proximité ont été les grands gagnants de l'année 2020. Donc, effectivement, c'est hyper intéressant pour les magasins bio d'avoir été des magasins proches de ses acheteurs. C'est des magasins alimentaires, donc ils n'ont jamais fermé aussi pendant tous les confinements. La deuxième raison, c'est qu'il y a moins de pénurie. Donc quand on vient faire ses achats de farine parce qu'on n'en trouve pas ailleurs, chez Biocoop, Naturalia, etc., en particulier dans les grandes villes, Paris, Lyon, qui ont été très pénuriques sur les pâtes, sur la farine, eh ben, on n'achète pas que de la farine, quoi. On en profite pour faire ses courses de manière générale. Et on va dans le magasin, on entre dans le magasin, et ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Du coup, ça signifie quand même que la distribution spécialisée a réussi à jouer son rôle de commerce de proximité sur des produits biologiques, avec en face la résilience et la capacité d'adaptation des transformateurs, comme disait Didier tout à l'heure, quoi. Exactement. Le fait que les magasins bio sont des magasins de proximité, c'est quelque chose qui est hyper important, qui est stratégique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas que bio, on est aussi proche de ses consommateurs. Alors, proximité, ça ne veut pas dire que petit format, ça veut dire aussi une manière de vendre, ça veut dire une manière de faire du commerce. C'est-à-dire que dans les magasins de proximité bio, on a aussi souvent une boucherie, une boulangerie qu'on n'a pas en fait dans la GSA traditionnelle en proxy. Puis le troisième élément, et c'est une très bonne transition, c'est qu'on a quand même toute une partie de la population qui est plutôt aisée, il faut bien se le dire, qui n'a pas pu dépenser en restaurant, qui n'a pas pu dépenser en loisirs et qui s'est reporté sur un achat de qualité, un achat plaisir dans l'alimentation. Et c'est pour ça effectivement que les magasins bio ont su tirer leur épingle du jeu, parce que c'est quand même un vecteur, en tout cas une garantie de produits de qualité, de produits certes un peu plus chers, mais de produits en tout cas sur les fruits et légumes notamment, avec du goût. Je sais qu'il y a certaines enseignes qui insistent beaucoup sur cette notion de gourmandise actuellement, mais c'est effectivement un axe qui a très bien marché pendant le confinement. Alors, quelques analyses catégorielles, parce que je pense que ça vous intéresse. La première chose, c'est qu'on doit séparer l'alimentaire des autres catégories, donc l'hygiène beauté, la santé et la maison et l'entretien. Vous voyez que contrairement à la GMS, supermarché, bon, l'alimentaire est hégémonique. En magasin bio, c'est 88% et ça a gagné 1,2 points l'année dernière. Donc c'est aussi hyper important. L'hygiène beauté a perdu pour le coup 1,2 points. C'est aussi, je pense, le cas, notamment sur la beauté, parce que le maquillage, les produits de beauté, les produits cheveux, etc., ont fortement souffert. On sort moins, donc on se fait moins beau. Santé, bien-être et maison entretien sont restés relativement stables. Alors, je suis désolé s'il n'y a pas les chiffres des évolutions, mais je vais vous les donner. Donc, les grands ensembles, l'épicerie sucrée est restée stable, à conserver aux alentours de 20%. Pour le coup, l'épicerie salée a gagné 1 point. Donc, super intéressant, effectivement, de voir que l'épicerie salée vraiment a progressé, a gagné. On va le voir, les pâtes, la farine a vraiment profité de cette période-là. Les fruits et légumes ont été stables. La crèmerie a gagné aussi 0,4 points. Et puis après, pour les autres, on est sur la boulangerie, un peu de recul. Sur les boissons, plutôt une croissance, notamment par les boissons alcoolisées. Au sein de l'épicerie salée, qui est la catégorie sur laquelle on met le plus gros focus aujourd'hui, on a une croissance des farines et fécules qui est très forte. Et puis, c'était intéressant de voir aussi qu'on a un recul notamment des biscuits ou des huiles. Alors, les biscuits, c'est notamment parce qu'on a fait beaucoup de faits maison. Donc, les biscuits manufacturés ont été plutôt délaissés. Et puis, on a plus fait des gâteaux à la maison plutôt que mettre des goûters dans les cartables de ses enfants. Ça explique aussi cela. Sur l'épicerie sucrée, pour le coup, on a les chocolats en tablette
le chocolat, les bonbons, confiseries et les cafés qui ont progressé. Alors sur le café, on était chez soi, donc le café de la machine à café, on l'a fait chez soi. Il y a aussi, on est en valeur, donc il y a aussi une augmentation assez forte sur l'année 2020 du prix du café, des cours mondiaux. Et puis voilà, bonbons, confiseries, on a dedans tout ce qui est pépites de chocolat, hein, donc on a fait des cookies, voilà. Et puis vous le voyez, les fruits séchés ont continué à croître. On le verra tout à l'heure, le vrac a été un vrai axe de croissance et de progression sur l'année 2020. Sur la partie crèmerie, on a les fromages qui continuent à progresser alors que yaourt et dessert sont un peu en recul. Bon, il n'y a pas des énormes bouleversements sur cette partie crèmerie-là. Sur les boissons, alors juste, je note et je sais qu'il y a des producteurs de boissons alcoolisées, notamment de bière, qui écoutent. Sur les boissons alcoolisées, donc juste pour les boissons alcoolisées qui ne sont pas dans ce slide-là, c'est 30% de la part des boissons aujourd'hui en magasin bio, en valeur. Et ça a gagné 5 points par rapport à l'année dernière, donc c'est une très belle performance. Notamment par les bières. Et après, sur les boissons non alcoolisées, on a les boissons végétales qui repartent à la hausse en termes de part de marché, une stabilisation sur notamment les jus. Sur la partie hygiène beauté, donc là il y a des faits saillants énormes, hein, notamment le fait que les savons et gels douche qui sont de l'entretien et vraiment qui sont du nettoyage ont très fortement progressé, en plus 3 points de part de marché. Vous le voyez, envers les fonds de ranking, on a le maquillage, notamment les démaquillants, etc., qui pour le coup chutent, et les produits d'hygiène féminine qui sont aussi assez mal orientés en termes de part de marché. Et enfin, dernière catégorie, l'entretien. Donc tout ce qui va être lessive, sol, ont vraiment profité de la situation sanitaire. Effectivement, les produits pour éliminer les bactéries ont été assez largement plébiscités aussi et continuent à progresser, notamment par l'offre. Okay. Alors deuxième partie, ce qui est hyper intéressant, c'est aussi de se dire comment on continue, comment on profite de cette croissance, comment on continue effectivement à se différencier, à continuer à créer de la valeur. Je pense que voilà, le thème, c'est valeur et confiance. Hein, donc effectivement, c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui du circuit. Comment on continue à être légitime avec la GMS, mais pas seulement, avec Internet, avec les producteurs locaux, et comment on continue à faire effectivement de la croissance. On l'a tous dit, mais c'est bien de mettre un chiffre quand même. La qualité des produits, c'est la première raison pour laquelle on va en magasin bio. D'accord ? 2/3 des acheteurs nous disent « moi, je vais en magasin bio d'abord parce qu'il y a des produits de qualité ». Et ça va de pair avec le deuxième qui est le choix des produits. Quand on entend choix des produits, il ne faut pas entendre offre pléthorique. Hein. Évidemment, un magasin bio, c'est plus petit qu'un magasin de grande consommation. Souvent, il y a plus d'offres bio dans un Carrefour que dans un Biocoop. Mais il faut entendre sélection des produits. On choisit pour moi, on me propose des produits dont je sais et je suis garanti qu'ils sont bons pour ma santé, qu'ils sont bons pour l'environnement. On voit quand même, et là je suis ravi de ce qu'a dit Laure Verdeau tout à l'heure sur les jeunes, que les axes environnementaux arrivent un peu plus loin en termes de priorisation des choix. Mais le prix, ou en tout cas le prix du panier, est la raison pour laquelle on ne fait pas tous ces achats en magasin bio. D'accord ? Donc 60% des gens qui vont en magasin bio, qui font des courses en magasin bio, qui achètent beaucoup en magasin bio, nous disent malgré tout, effectivement, je ne peux pas me permettre de faire l'intégralité de mes courses en magasin bio. Au-delà du prix des produits, c'est le fait d'avoir un ticket moyen qui est assez élevé qui va les gêner. Donc effectivement, il y a une attention assez forte sur le prix qui est vraiment très important. On voit que c'est assez loin derrière le fait que je ne trouve pas les produits dont j'ai besoin ou qu'il y a des produits qui sont mieux en GMS. Donc vraiment intrinsèquement, les raisons budgétaires sont la raison pour laquelle je ne fais pas aujourd'hui plus d'achats en magasin bio. Alors on leur a demandé ce qu'ils voulaient en plus, évidemment aussi, dans ces magasins-là. Ce qu'il faut noter, alors la carte de fidélité, c'est souvent proposé plutôt sous forme de carte de magasin, ou c'est pas vraiment une carte de fidélité qu'on peut se passer entre magasins, donc ça aussi c'est un axe éventuellement d'amélioration ou un axe potentiel pour les enseignes. Mais ce qu'on note, c'est un besoin, présence d'un expert, d'un rayon de charcuterie. Donc c'est vraiment un besoin de service et ça dénote avant tout un besoin de proximité. On l'a vu, les magasins sont des petits magasins, des magasins de proximité, mais au-delà de ça, on veut être proche
des personnes qu'on côtoie en magasin. Et puis, il y a quand même une demande de promotion. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on doit avoir les 3-4% des acheteurs en magasin bio qui sont des exclusifs au magasin bio. Les gens qui vont en magasin bio fréquentent d'autres circuits, sont habitués à avoir de la promo. Et sur certaines catégories de produits, notamment sur les fruits et légumes, notamment sur les produits en vrac, ils aimeraient voir un peu plus de promotion. Ce sont des catégories sur lesquelles l'écart entre la GMS généralement, ou alors les produits de GSA sont souvent assez élevés et ils voudraient une incitation à l'achat ou en tout cas à dépenser plus sur ces catégories-là. Tout à fait. Tout à fait, on peut surdoser et rester bio. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure, tout ce qui est Nutri-Score, pas toujours favorable au bio. Néanmoins, les entreprises, les transformateurs doivent être un petit peu méfiants par rapport à ça. D'ailleurs, moi, c'est une petite question, on va en profiter, on va faire un rapide break. Ouais. Sur les produits transformés, justement, dans les magasins bio, est-ce que les clients sont sensibles à ça ? Est-ce qu'on voit que les produits bruts sont plus consommés en magasin bio qu'en GMS, parce qu'on voit beaucoup d'offres transformées? Quelle est leur approche par rapport à ça, dans cette catégorie épicerie salée, épicerie sucrée? Alors, effectivement, la part du vrac en GSA, on va le voir juste derrière en magasin bio, on est presque à 10 points en valeur de vrac. Et ça, c'est hors fruits et légumes. D'accord ? Donc, si on additionne les 20 points de fruits et légumes plus les 10 points du vrac, on est pratiquement à 30% de produits bruts. Et là, je n'inclus même pas tout ce qui va être charcuterie, boulangerie. Alors, la boulangerie, ce n'est pas forcément un produit totalement brut. Ça reste un produit de base. Ouais. Voilà, ça reste un produit de base. Donc oui, par rapport à la GMS, il n'y a rien à voir en termes d'achat de produits bruts par rapport aux produits manufacturés. Je ne connais pas le poids du vrac en GMS, mais je pense que c'est moins de 1%. Donc il faut aussi l'avoir en tête. Voilà, c'est assez récent, c'est assez faible aussi. Même la zone marché sur les fruits et légumes, donc la zone marché en GMS, ça va être les fruits et légumes, la boucherie, la charcuterie, le traiteur, etc., la boulangerie, sont des produits qui en tout doivent faire aux alentours de 15-20%. Donc c'est évidemment, il n'y a nulle comparaison possible entre les deux. D'ailleurs, on va aussi en magasin bio pour trouver une offre qu'on n'a pas, notamment sur le vrac, notamment des produits de saison ou même des légumes spécifiques en bio qu'on ne va pas trouver en GMS. Du coup, on en revient à consommer bio, mais à vivre un petit peu avec ça, c'est-à-dire plus cuisiner, éviter certains produits. Néanmoins, on ne va pas se mentir, on est peut-être ravis d'avoir une salade préparée à midi à manger sur le tas qui est certifiée bio, parce que voilà, ça reste il y a cette praticité à conserver. Vous le voyez, vous, sur le rayon peut-être frais, snack? Oui, alors un rayon qui a plutôt souffert effectivement ces C'est derniers mois, mais c'est ça, ce serait se couper aussi d'une partie de la population de ne pas réfléchir sur la partie praticité, comme vous le disiez. Après, sur la légitimité effectivement de ces offres, le consommateur a aussi un peu des freins à se dire un produit très transformé qui a le label bio, c'est un peu une incohérence quand même pour lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que le poids du bio est très fort sur les produits plutôt bruts et tous les produits aussi alimentation infantile que sur les produits ultra transformés, parce qu'il y a un peu effectivement une incohérence d'un point de vue du shopper. Mais il faut raisonner pratique et il faut accompagner effectivement les consommateurs sur l'ensemble des usages qu'ils ont au quotidien. Merci Nadège. Après, les produits transformés continuent à avoir une bonne croissance. Oui. Les produits transformés, ça ne veut pas être forcément dire produits mauvais pour la santé aussi. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Ultra transformation, ce n'est pas forcément bon. Transformer, on peut cuisiner un produit, le transformer, faire de légumes une soupe. Et ce sont des produits qui sont du coup emballés, sous verre ou sous plastique. Faire une salade, ce n'est pas forcément de l'ultra-transformation. Donc il y a énormément d'offres aussi qui continuent à progresser et avoir une bonne place en GSA. Ok, merci. On va laisser reprendre le fil de la présentation. Juste pour vous dire effectivement 2-3 choses par rapport à ça. Donc, par rapport aux besoins des consommateurs qui nous disent vouloir plus de proximité, vouloir faire attention au prix, généralement les réponses des distributeurs, c'est l'engagement, la marque propre et le vrac. Donc sur l'engagement, loin de moi l'idée de vouloir juger effectivement les différents engagements des distributeurs. Simplement, ce qu'on voit sur la marque propre et sur le vrac, on va juste le détailler. Mais le vrac, là aussi, on a beaucoup parlé du vrac pendant le confinement en disant le vrac, c'est la mort du vrac, c'est fini, etc.
c'est faux. On se rend compte effectivement qu'il n'y a que 11% des gens qui nous disent avoir soit stoppé leurs achats de vrac, soit réduit leurs achats de vrac depuis le confinement, et surtout pour des raisons en fait assez pratiques. C'est des gens qui voulaient surtout aller en drive, et le vrac n'est pas présent en vrac. Donc certes, il y avait quelques raisons d'hygiène et de sécurité alimentaire, mais surtout pour des raisons pratiques. Et effectivement, on voit que la pénétration des rayons vrac en magasin bio, elle est énorme. On a 3/4 de la population qui va en magasin bio, qui achète du vrac, donc c'est énorme, avec un panier annuel qui est aux alentours de 150 € dépensés et 14,4 achats dans l'année. Donc une fréquence d'achat qui est plus d'une fois par mois. Donc c'est vraiment un marché qui est très important. De fait, on est passé de 9,1 en poids du chiffre d'affaires à 9,5. Alors effectivement, on est sur des achats. Nous, on capte les achats de nos panélistes. On n'est pas sur des sorties caisses. Mais bon, ça nous permet effectivement d'avoir des tendances générales et de voir ce que les gens consomment. Il y a certaines catégories sur le vrac qui sont ultra hégémoniques sur le vrac. Vous voyez que les fruits séchés, les fruits secs et les noix, on ne va pas parler des amandes, mais c'est la catégorie numéro 1 sur le vrac en valeur. C'est plus de 50% effectivement des achats de vrac sur l'année 2020. Et vous voyez que le vrac représente 81,3% des achats de produits vrac, sur les fruits séchés. Ça peut poser aussi une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Adrien, c'est-à-dire est-ce qu'il y a aussi une place pour les graines en emballé? Est-ce qu'il y a aussi une place pour les fruits séchés en emballé en magasin bio? Ça, c'est une vraie question, effectivement. Et on voit que le développement de ces produits emballés se fait plus rapidement en GMS aujourd'hui qu'en magasin bio. La raison pour laquelle les gens consomment vrac, elle est d'abord à 50% pour des raisons d'engagement. Je veux réduire ma consommation de plastique, je veux éviter le gaspillage alimentaire, je veux consommer la bonne mesure, mais aussi pour acheter la mesure nécessaire. Si on l'avait fait en GMS, je pense que les rapports se seraient relativement inversés, mais c'est toujours les deux raisons principales qu'on évoque. Et enfin, on a posé la question aux consommateurs de savoir quels étaient les irritants du vrac. Vous savez que le vrac, c'est une expérience conso qui est différente, pas toujours très facile. Et donc, on se demandait effectivement s'il n'y avait pas des problèmes en termes de préparation, de temps d'achat, etc. Et on se rend compte que le principal irritant, c'est les informations en fait. On a du mal à savoir le temps de cuisson quand on achète des pâtes, on a du mal à avoir la date de péremption des produits, et ça, c'est des choses sur lesquelles je pense que les distributeurs pourraient améliorer leur expérience shopper. Voilà, sur la MDD qui est ma dernière partie, ne vous inquiétez pas, j'aurai bientôt terminé. Pas de souci. 6 points de part de marché de la MDD, sachant qu'il y a beaucoup d'enseignes qui n'ont pas de MDD, donc c'est une croissance qui est forte. Là, on est hors vrac, évidemment. On ne prend pas en compte l'offre de fruits et légumes et l'offre de vrac. Donc vous voyez qu'il y a une croissance qui est très, très forte et alors, qui n'est pas encore au niveau effectivement de la GMS, mais qui a quand même gagné pratiquement 2 points en l'espace de 4 ans. Et notamment qui est très forte sur certaines catégories, notamment sur la crèmerie, notamment sur l'épicerie salée et sur l'épicerie sucrée. On voit que sur l'épicerie salée, la MDD a pris 1,3 points par rapport à l'année dernière. Donc c'est des progressions qui sont hyper fortes. Voilà. Pourquoi la MDD en magasin bio? Ça c'est intéressant. Il y a d'abord un enjeu de communication. Le bio, pour les fabricants, on en parlait tout à l'heure, est souvent un enjeu de communication pour démontrer un peu son aspect vertueux. La MDD pour les enseignes bio, c'est aussi une manière de communiquer. Communiquer par le produit MDD, c'est une manière très intelligente de montrer ce qu'on fait, de montrer ses filières, de parler aux consommateurs par le produit. Donc c'est concrétiser et incarner ses valeurs, donc c'est assez intéressant. Et puis généralement, la MDD, c'est une manière de faire toute sa com et de dupliquer sa com sur des packaging, donc c'est hyper intelligent. Évidemment, il n'y a pas que ça, il n'y a pas qu'un enjeu de com, il y a un enjeu de trafic aussi. Vous savez que les enseignes bio aujourd'hui veulent capter un maximum de personnes, notamment des personnes venant de la GMS. Et donc, c'est des vecteurs, en fait, c'est des marqueurs de produits. Ce sont des produits qui ressemblent à ce que l'on trouve en GMS. Donc, c'est assez aussi malin de travailler sur du lait, de la farine, des tablettes de chocolat, des céréales, des yaourts, qui sont des produits très familiaux qu'on retrouve de la même manière sur les circuits conventionnels. Voilà donc. Ouais. Ouais, c'est une forme d'engagement auprès de leurs clients en tant qu'enseigne. C'est leur propre signature.
C'est vrai qu'on n'a pas cité La Vie Claire, mais c'est leur signature marque propre depuis la création quasiment de l'entreprise. Et voilà, c'est très intéressant de voir que tout le monde prend un petit peu ce pli et ça fait partie des stratégies globales des enseignes. J'ai une petite slide de conclusion, ouais, si vous voulez. On va la prendre. Et puis après, on a une question, une question méthodo, je vois. du chat, parce qu'on n'a pas présenté le panel en amont et les sources de données. Exactement. Donc, en conclusion, ma première conclusion serait de dire, pour les magasins bio, et pour continuer à créer de la valeur et à se différencier, la première, c'est de ne pas oublier, effectivement, d'abord que les magasins bio sont des magasins spécialisés. Ça veut dire de l'engagement, de la qualité, c'est un prérequis énorme et c'est quelque chose sur laquelle le circuit bio n'existerait pas. C'est son ADN d'être sur des engagements de la sélection de produits. Mais je pense aussi que les magasins bio ne doivent pas oublier effectivement que ce sont des magasins de proximité, qu'ils ne doivent pas oublier que ce sont des magasins tout simplement. Ce ne sont pas que des lieux d'engagement et pour aller, il faut garder des réflexes de commerçants, d'épiciers. Et ce qui a fait la réussite des magasins de proximité généralement, c'est leur aptitude à être proche de ses consommateurs et à la fois être excellent dans l'exécution. Excellent dans l'exécution, ça veut dire être propre, avoir des fruits et légumes, des prix affichés, tout un nombre de choses qui sont ultra importants pour fidéliser toute cette manne finalement de consommateurs qui sont arrivés pendant le confinement et ça c'est stratégique. Et puis être à l'écoute de ses consommateurs, donc amener du service, mais pas un service forcément qui est le service qu'on voit en GMS, un service adapté, un service sur des naturopathes, des diététiciens en magasin qui sont extrêmement demandés. Voilà. Merci Loïc. Donc on a une première question donc, sur le chat, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de présenter en tout début de présentation, effectivement les données, la source Biotopia, votre panel. Comment il est structuré? Oui, alors on a un panel effectivement de panélistes qu'on appelle les clubbers, le club bio, qui compte 3500 clubbers, qui sont des foyers qui en fait, à l'aide de leur téléphone portable, je n'ai pas de téléphone portable ici donc je vais le faire avec la zapette, mais qui vont scanner leurs achats de produits bio gènes codés et leurs achats en vrac et qui vont nous renseigner en fait sur leur consommation tout au long de l'année des produits bio achetés en circuit bio et en GMS. D'accord, ok. Alors, on a une autre question sur les MDD. Est-ce que la hausse des MDD des magasins bio n'est-elle pas due à l'augmentation de l'offre? Voilà. Alors, oui, je ne vais pas faire un cours de panel, mais la première raison de l'augmentation d'une croissance, c'est à long terme, c'est toujours l'offre. Et effectivement, l'augmentation de la croissance de la MDD, elle vient aussi, et la première raison, c'est l'offre. C'est-à-dire que la MDD commence à aller sur des secteurs ou sur des catégories sur lesquelles elle n'était pas. Ou à être développé dans des enseignes dans lesquelles il n'y avait pas de MDD. Donc oui, évidemment, c'est l'offre la première raison. Ok, bien merci. Eh bien écoutez, on arrive à terme de cet atelier, de cette intervention. Merci Nadège, merci Loïc. Beaucoup. J'espère que vous tous, vous avez été fort instruits par toutes ces données quantitatives qui vont nous donner du coup l'occasion de continuer ces échanges avec la prochaine table ronde. Je continue à vous inciter n'hésitez pas à aller sur le chat, regarder sans doute les dessins de Lison qui doivent être postés. Et puis on va faire une petite page de publicité, une petite pause de 15 minutes avec nos sponsors. Et puis on se retrouve dans 15 minutes avec la prochaine table ronde avec Benoît Souris, Nicolas Blazer et Stéphanie Jacques. Merci à tous.